je rêvais d'un autre monde où la terre serait ronde. Chers amis, vous le savez, depuis 3 ans, j'ai pris l'habitude de monter sur scène en musique avec un lien avec l'actualité. Alors comme vous, comme le groupe Téléphone que vous avez reconnu en 1984, j'ai rêvé d'un autre monde pour cette rentrée 2022. Mais avec l'inflation, avec les pénuries, avec la crise climatique et surtout, on l'a vu ce matin avec le discours du président Zelensky, le retour de la guerre à nos portes, ce n'est pas vraiment le monde dont nous rêvions. Je ne sais pas si c'est la fin de la souciance. Nous, les patrons, on n'a jamais été vraiment insouciants. En tout cas, ça nous oblige, nous les entrepreneurs, à apporter des réponses et à trouver des solutions. Et c'est pour ça que nous sommes réunis pendant 2 jours. Bienvenue à la Rêve, bienvenue à la rencontre des entrepreneurs de France. Madame la Première ministre, Madame la chef du gouvernement tunisien, Monsieur le Premier ministre polonais, c'est assez exceptionnel de pouvoir s'exprimer devant 3 premiers ministres en même temps. Évidemment, Madame la Première ministre Borne, votre présence à elle seule est un honneur pour nous, mais nous sommes également très fiers d'accueillir la première femme, chef de gouvernement d'un pays arabe. Enfin, vous pouvez l'applaudir. Enfin, Monsieur le Premier ministre, je vous souhaite la bienvenue en polonais. Panie premierze, dzień dobry, witamy Francji. Alors vous reconnaîtrez que c'est une belle photo, la Pologne, la Tunisie, la France réunies pour parler d'Europe. Et pour une fois, la parité semble respectée. Peut-être un signe que les temps changent. Alors ça fait maintenant 6 mois que la Russie a décidé d'attaquer l'Ukraine. 6 mois que le peuple ukrainien résiste à la surprise générale, avec un courage époustouflant, un courage qui nous interroge sur notre propre attitude en cas d'invasion de notre pays. 6 mois que la guerre est à 3 heures d'avion, avec ses victimes, ses exactions, ses mensonges. Vous avez entendu comme moi le président Zelensky tout à l'heure. Cette guerre va durer, c'est une guerre longue. En 2019, lors de la première édition de cette REF à Longchamp, je vous avais alerté sur une déclaration de Vladimir Poutine dans le Financial Times. L'idée libérale est devenue obsolète, disait-il. Et il ajoutait « Le libéralisme est maintenant en opposition avec les intérêts de la très grande majorité de la population ». Alors à l'époque, ça pouvait sembler anodin. Mais ce qu'il fallait comprendre, c'est que c'est la démocratie que Poutine attaquait. Dans son esprit, la démocratie est au fond une anomalie de l'histoire, une parenthèse. Alors bien sûr, mes amis, comme dans toute guerre, rien n'est simple et rien n'est blanc ou noir. Bien sûr, l'histoire de cette partie du monde que je connais un peu est éminemment complexe et mélangée. Mais l'agression russe nous oblige à choisir un camp. Le général de Gaulle disait « Il y a un pacte 20 fois séculier entre la grandeur de la France et la liberté du monde ». Eh bien, nous devons choisir le camp de la liberté, celui du peuple ukrainien. Mais ne soyons pas naïfs, soyons sans illusions. Ce ne sont pas les sanctions qui feront changer la politique ou le régime. On l'a vu en Iran, on l'a vu en Corée du Nord, on l'a vu à Cuba. Et cela ne doit pas empêcher les entreprises qui ont des filiales et des emplois en Russie de décider, en fonction de leur situation, de rester ou de partir. Car là aussi, pas de naïveté, partir c'est souvent tout laisser à Poutine et ses amis oligarques. Alors pas de leçon de morale, surtout des Américains. Mais ces sanctions, elles envoient un signal fort, le signal que nos valeurs ne sont pas négociables. Peut-être que certains d'entre vous espèrent qu'on pourra revenir en arrière, qu'au fond tout ça est un mauvais rêve qui va se terminer bientôt.
Je crains, chers amis, que ça soit une illusion. Les tensions dans le monde vont continuer à monter, que ça soit en mer Noire ou en mer de Chine. Il va nous falloir reformater nos logiciels qui étaient habitués à une mondialisation heureuse et à la fin de l'histoire. Cette fin de l'histoire que, d'ailleurs, Francis Fukuyama, qui a inventé l'expression, nous parlera cet après-midi, mais il nuance désormais cette analyse. La réalité, c'est que l'histoire est tragique, pour reprendre les mots de Raymond Aron. La règle, ce sont les conflits, et l'exception, c'est la paix et la prospérité. Et pour autant, oui, je ne sais pas s'il faut applaudir, malheureusement, mais pour autant, nous devons faire en sorte de ne pas passer de la mondialisation heureuse à la démondialisation malheureuse. D'abord, il y aura un après-Poutine à Moscou, et nous devons réfléchir à comment réintégrer économiquement cette Russie d'après dont nous espérons l'avènement. Je reste convaincu que notre continent doit respirer avec ses deux poumons, celui de l'Est et celui de l'Ouest. C'est Jean-Paul II qui disait ça au retour d'un déplacement en Ukraine. En attendant ce moment, ce que souligne cette guerre finalement, c'est que deux camps se font face maintenant dans le monde. Alors d'un côté, il y a ces pays autocratiques qui ont au fond une véritable volonté de puissance au sens nietzschéen du terme, c'est-à-dire l'envie d'être plus grand, plus influent, plus craint aussi. Et puis, donc c'est le cas de la Russie, c'est le cas de la Chine avec Taïwan, un certain nombre de pays au Moyen-Orient ou en Asie. Et puis de l'autre côté, il y a nous, les pays démocratiques, qui voulons régler les conflits par le droit international, par la négociation, par le doux commerce cher à Montesquieu. Des pays dont les populations préfèrent le bien-être et la sécurité à la volonté de puissance. Le monde, heureusement, d'une certaine manière, ne se limite pas à ces deux camps. À l'ONU, en mars dernier, 35 pays se sont abstenus de voter la résolution qui exigeait que la Russie cesse de recourir à la force contre l'Ukraine. En réalité, c'est principalement le bloc occidental qui applique des sanctions envers la Russie. Et c'est là que nous, les entrepreneurs, nous avons un rôle à jouer. Nous devons promouvoir, par le commerce, par les échanges, nos valeurs de liberté et nos valeurs de démocratie. Alors, je vais vous donner un exemple très concret. Dans les pays qui n'ont pas sanctionné la Russie, il y a beaucoup de pays africains francophones. Des pays qui, en ce moment, s'interrogent sur les alliances qu'ils doivent nouer. Et c'est à nous de les accompagner pour que, comme disent mes enfants, ils ne tombent pas du mauvais côté de la force. L'année dernière, vous vous en souvenez peut-être, nous avons organisé la première journée de la REF à la la première journée de la REF à la francophonie économique. Je rappelle les chiffres, 500 millions de francophones dans le monde, 16% du PIB mondial. La francophonie, c'est un levier économique incroyable. Après cette première journée réussie, nous avons impulsé avec 27 pays l'Alliance des patronats francophones à Tunis, en mars dernier. Nous avons été formidablement accueillis par vous, Madame la chef du gouvernement. Merci encore de votre accueil. Dans ce monde nouveau, incertain, vous pouvez l'applaudir et la remercier. Il y aura d'ailleurs, je crois, fin novembre, le sommet de l'OIF à Tunis, où nous serons bien sûr présents. À Djerba encore mieux, où nous serons présents. Non, je n'ai pas dit ça, si? Bon, ben, je l'ai dit. Dans ce monde nouveau, et pardon, là, il faut que je retrouve le ton, parce que là, ça... Dans ce monde nouveau et incertain, il nous faut trouver de nouvelles manières de discuter, de faire du commerce et des affaires. C'est pour ça que j'ai choisi également d'inviter le président de la République du Bénin, qui parlera demain avec la chef du gouvernement, pour parler de coopération entre l'Europe et l'Afrique dans ce monde en crise. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que la deuxième REF francophone aura lieu à Abidjan en octobre, et je vous y convie très nombreux. Alors, le thème, le nom que l'on a choisi pour cette REF, c'est, vous le voyez s'inscrire sur mon pupitre et à l'écran, Eurovision. Je vous rassure, je ne vais pas mettre à chanter la dernière chanson française qui a gagné l'Eurovision. Plus anciens d'entre vous s'en souviennent, Marie-Myriam, comme un enfant. Non, j'arrête. Par contre, Patrick m'a promis de la chanter ce soir au dîner pour ceux qui seront là. Non, Eurovision, c'est en deux mots et au pluriel. Alors, vision au pluriel, pourquoi? Parce que, disons-le,
et sans langue de bois. Comme toute grande famille, il peut parfois y avoir des nuances dans la manière dont on comprend, dont on vit l'Europe, son destin, son rôle en fonction de l'histoire, de la géographie propre à chaque pays. Pas tout à fait la même chose quand on est à 1000 km de Moscou ou à 1000 km d'Istanbul. Dans un instant, nous aurons le plaisir d'écouter le Premier ministre polonais. Vous le savez, il y a pu y avoir ces derniers temps des incompréhensions entre la Pologne et l'Europe. Mais en réalité, nous partageons avec ce grand pays le principal, c'est-à-dire l'amour de la liberté. Et quand la Russie a envahi l'Ukraine, nous avons su nous retrouver ensemble sur l'essentiel. N'oublions pas le rôle que ce pays a joué dans la chute du mur de Berlin. Le projet des pères fondateurs de l'Europe, de Jean Monnet, de Maurice Schumann, c'était la paix et la prospérité commune. Et on peut le dire, ces promesses ont été formidablement tenues. 70 ans de paix et une hausse continue du niveau de vie. Mais aujourd'hui, l'Europe fait face à deux défis sur lesquels je voudrais m'attarder quelques instants. Deux défis presque aussi colossaux que ceux qu'ont eu à affronter les pères fondateurs de l'Europe. D'une part, cette guerre à nos frontières, qui est là pour longtemps et qui nous interroge collectivement, à la fois sur notre capacité de résistance et sur la fragilité de nos dépendances. Et puis, le défi climatique. Vous connaissez tous la phrase de Jacques Chirac, « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Eh bien, cet été, évidemment, impossible de détourner le regard. Alors la guerre, ou plus généralement cette confrontation économique avec d'autres puissances conquérantes, elle nous oblige. Elle nous oblige, au-delà de ce que nous a appris la crise sanitaire, à retrouver une forme de souveraineté industrielle et énergétique. Alors la partie la plus emblématique, c'est bien sûr le retour en Europe d'un certain nombre de filières stratégiques, la volonté partagée, je crois maintenant, de réindustrialiser notre continent et singulièrement notre pays. Sur l'énergie, on peut dire, comme le disent les économistes, que ce qu'on appelle le voile d'ignorance a été levé. Chacun sait maintenant que les choix malheureux qui ont été faits depuis 30 ans, en particulier, là aussi, pas de langue de bois, par certains de nos voisins, et les conséquences de ces choix, il faudra les payer cet hiver. Oui, par naïveté, par faiblesse, peut-être par insouciance, l'Europe est dépendante du gaz russe, et Vladimir Poutine l'a bien compris, et il joue avec nos nerfs. Alors, que faire? Les Romains disaient « si vis pacem parabellum ». Alors, ce ne sont pas les deux camps romains d'Astérix dans Astérix en Corse, ça veut dire « qui veut la paix prépare la guerre ». Bien nous voulions la paix, mais nous n'avons pas su préparer la guerre. Et en particulier, disons-le, sur l'énergie et sur l'énergie nucléaire. Et je le dis simplement, sans agressivité, tous ceux qui ont poussé depuis 30 ans à renoncer à cette énergie dans certains pays ou chez nous à sous-investir porteront une lourde responsabilité devant l'histoire. Nous devons maintenant, collectivement, entrer dans une nouvelle croissance, une croissance sobre. Je dis bien une croissance sobre, je sais que vous employez ce terme dans un interview, car nous ne devons pas renoncer à produire, à travailler, à consommer. Mais il faudra le faire autrement. Les entreprises, Madame la Première ministre, feront leur part pour atteindre ces objectifs de sobriété énergétique sur le surface des bureaux, des ateliers, des entrepôts, sur le déplacement des collaborateurs, mais aussi et surtout sur l'efficacité de leur process de production. D'ailleurs, c'est avant tout une impérieuse nécessité économique, car l'envolée des coûts de l'énergie met en grande difficulté un nombre grandissant de secteurs. Pour certains, le prix actuel spot du mégawattheure, qui a dépassé les 1 000 €, et la fin des contrats à terme, c'est une question de survie. Mais la souveraineté, je le rappelle à chaque fois, ça n'est pas seulement une question de relocalisation industrielle. La souveraineté, ne l'oublions jamais, c'est aussi la question des données et par extension celle des géants américains du numérique et des monopoles mondiaux qu'ils ont créés. Là aussi, nous attendons l'Europe. L'Europe doit jouer son rôle. Deuxième défi, c'est celui d'inventer un modèle de production et de consommation qui nous permette d'atteindre nos objectifs de baisse d'émissions de CO2. C'est ce que j'avais appelé l'année dernière, à la même ref, le capitalisme décarboné.
Cette expression de capitalisme décarboné, c'est le symbole, c'est l'aboutissement de 4 années de transformation profonde du MEDEF. En 4 ans, mes amis, nous avons mis à jour notre logiciel. Aujourd'hui, que les choses soient claires, il n'y a plus d'entrepreneurs climato-sceptiques. Plus qu'un changement, je crois qu'on peut parler de basculement. Et je vous cite un chiffre qui m'a beaucoup frappé. Pour la première fois dans notre baromètre annuel, un chef d'entreprise sur 2 attend que le MEDEF fasse des propositions en matière de transition énergétique. C'est devenu la première préoccupation de nos adhérents, devançant pour la première fois celle qui était la première préoccupation pendant des années, la fiscalité. C'est un signe de basculement complet du système entrepreneurial français. Alors ces attentes, oui, vous pouvez vous applaudir d'ailleurs, parce que finalement, c'est nous tous ensemble qui avons évolué. Ces attentes, nous les avons entendues et depuis 4 ans, nous les avons portées. Nous avons été, par exemple, les premiers et longtemps les seules organisations patronales à soutenir le projet d'une taxe carbone aux frontières de l'Europe. Alors, vous l'avez vu encore dernièrement ce week-end aux réunions LFI, ce concept de capitalisme décarboné suscite des tollés à l'extrême gauche pour qui, en gros, on ne peut pas être libéral et écologiste. Alors moi, je vais vous dire, contrairement à ce que pensent les tenants de l'écologie politique, en fait, la décarbonation de notre économie a besoin du capitalisme. Pourquoi ? Parce que d'abord, nous allons avoir un besoin massif de capital pour y arriver. Je sais que le mot capital est un gros mot en France, mais pour les 7 prochaines années, nous avons collectivement besoin d'investir 40 milliards d'euros supplémentaires par an en capital pour tenir notre objectif de réduction de moitié de nos émissions de CO2 en 2030. J'insiste sur ce chiffre 2 minutes, car c'est 20% d'investissement supplémentaire pour toutes les entreprises françaises chaque année. C'est absolument colossal. Et évidemment, il n'y aura pas de retour financier, en tout cas au sens traditionnel du terme. Mais bien sûr, un retour extra-financier, en quelque sorte, est bien plus important, qui est la survie de l'humanité. Ce capitalisme décarboné, qui est notre boussole, il a un but. Les 1,5 degrés de l'accord de Paris. Il a un cap, la trajectoire de décarbonation, et il a une monnaie commune, qui est la tonne de carbone évitée. Madame la Première ministre, notre objectif commun doit être de maximiser les tonnes de carbone évitées au meilleur coût et de faire, au fond, de la décarbonation un levier de compétitivité de la France. Mais je vous en prie, alors je sais que ce n'est pas forcément à vous que je dois le dire, évitons les mesures symboliques, médiatiques, dont l'impact carbone est nul, ou en tout cas très faible, et qui pointent les uns et les autres dans cette transition. Vous voyez tous à quoi je fais allusion. On a parlé des jets privés ou des golfs, on pourrait aussi parler des hippodromes qui sont, dont la pelouse est assez verte. Je vous donne un exemple. On a fait évaluer par un organisme extérieur les 20 premières mesures de la loi climat et résilience, qui venaient, comme vous le savez, de la Convention citoyenne pour le climat. Sur ces 20 mesures, la moyenne du coût de la tonne de carbone évitée est à 800 €. Je répète, 800 €, c'est 10 fois le prix du marché. Donc, oui pour la décarbonation, mais raisonnons uniquement sur l'efficacité des mesures et pas sur leur portée symbolique. Ce capitalisme décarboné que nous appelons de nos vœux, il ne peut pas être que l'effort des entrepreneurs. Nous avons besoin d'un État stratège qui encourage, qui accompagne nos efforts en nous aidant à investir. J'assume d'ailleurs parfaitement le terme de planification écologique, car quand on parle de 2030 et même de 2050, il faut des règles du jeu qui soient fixées le plus longtemps possible à l'avance et surtout qu'elles ne changent pas. Nous avons aussi besoin d'une Europe garante des mêmes règles du jeu pour tous les pays membres. Une Europe, j'insiste là-dessus, qui nous protège de la concurrence déloyale de pays extérieurs qui n'ont souvent pas le même agenda sur la transition écologique ou même, disons-le, pour certains, qui n'ont pas d'agenda du tout en matière de transition. Nous avons aussi besoin des citoyens qui sont aussi des consommateurs, et nous avons besoin que leurs convictions, en tout cas celles qu'elles déclarent, se retrouvent dans les achats du quotidien. Car oui, soyons clairs, produire plus vert, c'est très souvent, trop souvent, produire plus cher. Bref, nous avons besoin de tous pour réussir ce pari, car l'écologie est un sujet bien trop sérieux pour le laisser simplement aux écologistes. Ce capitalisme décarboné,
que j'appelle de mes vœux, c'est aussi un enjeu de préservation de notre planète, aussi bien, un enjeu de préservation de notre planète que de respect vis-à-vis des futures générations. Mais des défis nous attendent aussi, et j'allais dire surtout en France. Cela n'aura échappé à personne, mais là aussi, des changements majeurs se sont opérés et de nouvelles méthodes de gouvernement doivent être inventées. Les Français, pour moi, ont envoyé 2 signaux clairs à 2 mois d'intervalle. Avec l'élection présidentielle, le choix de continuer un agenda de modernisation du pays et de rejeter les extrêmes. Mais aussi, il faut le dire, avec le résultat des élections législatives, la volonté que cette modernisation soit le fruit d'un consensus le plus large possible. Votre gouvernement va donc devoir inventer une nouvelle manière de gouverner le pays. Le compromis, ça n'est pas la compromission, c'est la capacité de rassembler 2 Français sur 3, comme disait le président Giscard d'Estaing. Et dans ces compromis, il faudra compter avec les partenaires sociaux. Bon, on sait que le quinquennat précédent n'a pas toujours été un modèle du genre, mais nous n'en sommes plus là. Depuis 3 ans, avec l'agenda social autonome initié par le MEDEF, nous avons signé plus de 6 accords majeurs. La formation professionnelle, la santé au travail, les prud'hommes, le paritarisme, le télétravail ou encore, et ce n'était pas le plus simple, l'accord retraite sur Agirc-Arrco. Certains accords ont permis d'éviter la loi, comme celui sur le télétravail, ou d'autres ont été repris par le Parlement, comme l'accord sur la santé au travail. Alors bien sûr, nous ne serons pas capables d'un accord surtout avec les syndicats, car même avec les syndicats réformistes, nous avons des divergences profondes sur certains sujets, retraite ou assurance chômage. Sur l'assurance chômage, par exemple, on ne se mettra pas d'accord, car nous n'avons pas le même diagnostic de la situation, en tout cas sur l'indemnisation. Je ne parle pas de la gouvernance. Et donc, il est légitime que l'État reprenne la main. Mais ce que je vous demande, c'est que, et je vous le demande un peu solennellement, c'est que vous nous fassiez confiance à notre sens des responsabilités. Et si nous trouvons un compromis, de prendre celui-ci comme base de vos décisions, y compris, et j'insiste un tout petit peu, quand l'administration s'y oppose. Je crois que le président de la République avait parlé de l'État profond. Quelques exemples, comme par exemple le garde des Sceaux réunit les États généraux de la justice et que les propositions des partenaires sociaux, issues pourtant d'un accord paritaire, ne sont même pas mentionnées dans le rapport final. Autre exemple, quand on entend régulièrement à tous les niveaux de l'État la volonté de nationaliser Action Logement, alors que depuis 4 ans, nous avons complètement réorganisé ce qui est devenu aujourd'hui le premier constructeur de logements sociaux en France. Ou bien encore, quand Bercy pousse fortement le projet d'unification du recouvrement fiscal et social, avec le transfert du recouvrement à Agirc-Arrco, dont on ne voit pas objectivement l'utilité pour les entreprises. Par contre, on voit bien qu'il met en place un mécanisme qui permettra un jour de mettre la main sur un régime qui n'a jamais été en déficit et qui a plus de 60 milliards d'euros de réserve. Alors, on nous dit que c'est une demande des chefs d'entreprise. Bon, j'en rencontre quand même quelques-uns. Je vous avoue que je n'ai jamais croisé un chef d'entreprise qui soit demandeur. Ou en tout cas, comme disait Michel Audiard, ça n'est pas la majorité du genre. Je crois qu'en France, l'État ne doit pas tout faire, car l'État ne sait pas tout faire. Faites confiance, Madame la Première ministre, aux corps intermédiaires, et ils vous le rendront. Travailler avec les corps intermédiaires, ça ne doit pas empêcher au contraire de gouverner. Gouverner, vous le savez, ça a la même racine latine que gouvernail, et pour gouverner en trouvant des compromis, il faut des convictions fortes qui servent de gouvernail. Ces convictions, elles doivent avant tout s'appuyer sur la réalité économique de notre pays. Et quelle est-elle, cette réalité? Comme le reste du monde, nous sentons un ralentissement de l'économie. Comme le reste du monde, nous subissons les pénuries, l'inflation des matières premières, les difficultés de recrutement. Mais parce que depuis 5 ans ou 7 ans maintenant, la France a fait le choix de la politique de l'offre, notre pays a moins ralenti que les autres. Parce que la France a baissé les impôts des entreprises, et notamment le taux d'impôt sur les sociétés, nous avons commencé à stopper la désindustrialisation. Parce que la France a réformé partiellement le Code du travail, nous continuons à créer des emplois et le taux d'emploi est au plus haut depuis 1975. Alors, ça ne veut pas dire évidemment que nous échapperons à une éventuelle récession mondiale,
Mais cela veut dire surtout qu'on ne doit pas changer de cap. Alors j'entends ceux qui demandent plus d'allocations, plus de chèques, le retour du quoi qu'il en coûte, parfois même dans le patronat, et donc plus de dépenses publiques face à l'inflation. Mais mes amis, laissons Keynes reposer en paix dans sa tombe. La meilleure façon d'aider les ménages français, c'est de rendre de la compétitivité à leurs employeurs. Je vous cite un seul chiffre pour étayer la démonstration. Au premier trimestre 2022, la masse salariale du privé a augmenté de 11%. Ce sont les chiffres de l'ACOS. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'augmentation de salaire. Il y a dans ce chiffre, l'effet des créations d'emplois, les salariés qui changent d'entreprise, mais la véritable réponse au problème du pouvoir d'achat, elle n'est pas dans les indemnités, elle n'est pas dans les chèques, elle est dans une politique de l'offre. Et n'oublions pas la dette. Je parlais tout à l'heure à propos du climat, de notre responsabilité vis-à-vis de nos enfants. Elle est aussi importante pour l'endettement que nous leur laisserons. Nous devons aller, je l'ai dit, vers la sobriété énergétique, mais allons aussi vers la sobriété budgétaire. L'autre réalité de notre pays, c'est que l'entreprise est maintenant reconnue par une très grande majorité de nos concitoyens comme porteuse du bien commun. Selon Opinionway, 82% des Français ont une bonne image de l'entreprise, et ce, quelle que soit la taille. C'est le plus haut score depuis 20 ans, date à laquelle on a commencé à poser cette question aux Français. Et malgré ce que nous explique Jean-Luc Mélenchon, les Français ne voient pas les chefs d'entreprise comme des parasites, bien au contraire. Je crois, je le dis avec un petit sourire, qu'on ne peut plus accéder au pouvoir en France, et encore moins devenir Premier ministre, contre l'entreprise. Alors, je sais que c'est un des thèmes de votre gouvernement. Faisons confiance aux entreprises et faisons confiance aux entrepreneurs. Alors que nous disent ces entreprises, les 190 000 entreprises du mouvement des entreprises de France? Qu'attendent-elles de votre gouvernement? J'ai parcouru le pays à l'occasion des AG des MEDEF territoriaux, j'ai écouté nos adhérents. Objectivement, ça a été confirmé par un sondage IFOP, le moral des chefs d'entreprise est plutôt bon. 80% d'entre eux sont plutôt optimistes sur la situation de leur entreprise. Bon, c'est quand même 7 points de moins que l'année dernière. Mais là où ça coince, c'est que sur l'économie française, ils ne sont plus que 1 sur 2 à être optimistes pour l'avenir. Et je ne vous apprends rien. Le sujet numéro 1 de préoccupation des chefs d'entreprise, c'est le recrutement. D'ailleurs, pas besoin d'aller à une AG du MEDEF. Tous ceux d'entre vous qui sont allés, j'espère pour vous, au restaurant ou à l'hôtel cet été ont pu le constater. La pénurie de salariés, elle est absolument partout. Au fond, les seuls chefs d'entreprise qui n'ont pas de problème de recrutement, c'est ceux qui ne recrutent pas. Il n'y a plus, vous savez, les fameux métiers en tension. Il n'y a plus de métiers en tension, car tous les métiers sont en tension. En fait, la France vit une situation anormale, où le taux de chômage structurel semble se situer à 7%. Ah, vous le savez, c'est un problème qui a de nombreuses causes. Des enjeux de formation, de mobilité, de logement. Et ces problématiques, elles ne doivent pas être résolues seulement par l'État. Mais il y a aussi, il faut le dire, un certain nombre de cas où les différents régimes d'aide, et en particulier celui de l'assurance chômage, font que ne pas travailler est malheureusement financièrement plus intéressant que travailler. Et contrairement à ce que disent les syndicats de salariés, il ne s'agit pas de stigmatiser qui que ce soit, simplement de constater un comportement rationnel d'optimisation des règles. C'est pour ça que nous pensons que la réforme prioritaire que nous demandons à votre gouvernement, c'est bien d'adapter les conditions d'indemnisation au marché de l'emploi. Il me semble logique, il me semble légitime que quand il y a beaucoup d'emplois disponibles, la durée d'indemnisation soit réduite et inversement. Je pense que tous les Français le comprennent. Tous les Français le comprennent, et en particulier ceux qui travaillent. Car une France avec un taux d'emploi plus élevé, comme l'Allemagne, c'est une France plus prospère, une France moins fracturée, et au passage, tous les régimes sociaux qui reviennent à l'équilibre. Soyez optimistes, nous avons réussi collectivement le défi de l'apprentissage, nous allons probablement dépasser
les 800 000 apprentis à la rentrée 2022, un objectif de 1 million paraît atteignable. Je ne sais pas si Pierre Gattaz est là. Bah oui, il est là. Un objectif de 1 million d'apprentis paraît atteignable. Et de la même manière, nous devons pouvoir viser le taux d'emploi, même taux d'emploi que l'Allemagne, à 75%. Je rappelle que nous sommes, même si c'est le plus haut taux depuis 75, à 68%. Avec ce taux d'emploi de 75%, on résout d'ailleurs une grande partie ou une partie importante du déficit prévisionnel des régimes de retraite. Je dis une partie du déficit car là aussi, il faut s'appuyer sur la réalité. Les régimes privés, salariés, indépendants, seront proches de l'équilibre dans les années qui viennent, surtout si le taux d'emploi continue à monter. Le véritable problème de nos régimes de retraite vient de la fonction publique, dont le régime est structurellement déficitaire. Mais en réalité, ce déficit est masqué par des taux de cotisation employeurs de l'État totalement hors normes. Si l'employeur public cotisait comme un employeur privé, le déficit qui apparaîtrait serait de 30 milliards d'euros. Et ce déficit, en fait, il est financé par le budget général de l'État, c'est-à-dire soit de l'endettement, soit des impôts. Alors cette réforme des retraites, il faudra la faire. Chacun sait qu'elle est la plus difficile, la mère de toutes les réformes, comme on dit, mais il faudra la faire avec justice, en prenant en compte ceux qui ont commencé à travailler tôt, mais il faudra la faire. L'autre grande attente de nos adhérents, c'est la fiscalité. Alors vous allez me dire, c'est un grand classique du patronat depuis que l'impôt a été inventé, mais ce qui est nouveau, c'est que nous avons prouvé collectivement, et le gouvernement l'a prouvé, que quand le taux d'impôt baisse, les recettes de l'État peuvent augmenter. Je répète, ce n'est pas complètement intuitif, quand les taux d'impôt baissent, les recettes de l'État peuvent augmenter. Les recettes de l'impôt sur les sociétés ont été multipliées par 3 en 4 ans, alors que le taux est passé, vous le savez, de 33 à 25%. Comme le disait malicieusement le journal L'Opinion la semaine dernière, finalement, les surprofits dont on nous rebat les oreilles à longueur de journée sont plutôt du côté de l'État, par le phénomène de l'impôt, que ceux des entreprises. J'espère que Bruno Le Maire saura nous remercier demain de cette contribution à l'effort. Soyons justes, la France n'est plus, lapsus non révélateur. Soyons justes, la France n'est plus l'enfer fiscal qu'elle était il y a quelques années. J'avais fait une intervention, je crois, à l'université du MEDEF il y a quelques années sur ce thème-là. Sur l'impôt sur les sociétés, sur la fiscalité sur le capital, nous sommes dans la moyenne européenne et ça nous suffit. On ne veut pas être un paradis fiscal. Il reste 2 points noirs, ou 2 points en tout cas où on est désavantagé vis-à-vis de nos voisins immédiats. Les impôts de production et les charges sociales sur les hauts salaires. Ce sont 2 batailles cruciales à gagner dans les années qui viennent. Pourquoi ? Parce qu'elles permettent de répondre aux 2 défis majeurs qui nous attendent collectivement. Contrairement à ce que certains font semblant de croire, les baisses d'impôts de production n'iront pas grossir les dividendes. Elles serviront à financer ces fameux 40 milliards d'euros annuels d'investissement pour atteindre nos objectifs de 2030 dont je parlais tout à l'heure. Le plafonnement des charges sur les hauts salaires, comme en Allemagne, nous permettra de gagner l'autre grande bataille du futur, celle de l'innovation, celle de la connaissance. Madame la Première ministre, mettez-nous à égalité avec nos concurrents, pas avec la Chine, pas avec l'Inde, avec nos concurrents allemands, hollandais, italiens, espagnols. Et vous verrez que les entrepreneurs français vous renverront l'ascenseur avec un chômage en baisse et surtout des rentrées fiscales en hausse. Alors je pourrais continuer cette liste longtemps, mais gouverner, c'est décider, c'est choisir, c'est sélectionner des priorités. Or, il est probable qu'avec cette nouvelle donne politique, nous allons moins légiférer et que nos lois seront moins bavardes. Plutôt une bonne nouvelle. Mais cette nouvelle donne, c'est peut-être l'occasion de reprendre le sujet de la simplification. Votre gouvernement s'apprête à déposer un projet de loi permettant d'accélérer les installations des ENR, et c'est une bonne nouvelle. Si j'étais un peu cruel, je dirais que c'est aussi un aveu de l'administration que le reste va trop lentement, que notre économie croule sous les règlements incohérents, inutiles ou parfois incompréhensibles, que finalement les entrepreneurs français sont aussi désavantagés par le poids de la bureaucratie. J'aurais cité le président de la République. Sachons mettre un terme à la prolifération législative. Elle affaiblit la loi qui perd dans l'accumulation des textes une part de sa vigueur et certainement de son sens. C'est une belle citation, mais elle date du 3 juillet 2017 devant le Congrès. Et malheureusement, et ce n'est pas le cas du prince Albert quinquennat, puisque c'est le cas depuis très longtemps,
le corpus des textes s'est accru depuis cette déclaration de 15%. Alors soyons justes là aussi. La loi ASAP, qui a été votée en 2021, est un premier pas. Certaines initiatives de Bercy, comme la relation de confiance, vont dans la bonne direction. Mais, soyons honnêtes, on n'a pas encore une administration au service des entreprises. Et puisque ce thème de la simplification est un thème consensuel à droite comme à gauche, profitons-en. Alors avant de conclure et de vous passer la parole, je voudrais m'adresser à nos adhérents et dire un mot de notre MEDEF. Mes amis, notre MEDEF est en pleine forme. Le baromètre d'image que nous faisons chaque année montre que 82% des chefs d'entreprise ont une bonne ou une trop bonne image du MEDEF. Une hausse de 19 points depuis 2016. Et surtout, 53% des citoyens français ont une bonne image du MEDEF. 53% des citoyens français. Alors pour vous dire la vérité, j'ai demandé à Vincent, notre directeur, de vérifier les chiffres parce que je me suis dit qu'il y avait une entourloupe, mais ce sont les chiffres. En tout cas, un score dont rêveraient beaucoup de partis politiques. Et ces chiffres, mes amis, c'est à vous que nous le devons. Vous qui, au quotidien, dans vos territoires, dans vos fédérations, êtes les animateurs de nos adhérents et les porteurs de nos messages. Vous qui ne comptez pas vos heures au service des entreprises. Vous qui prenez parfois des coups sans jamais abandonner votre mission, je vous dis merci. Merci également à nos salariés, ceux du siège, avenue Bosquet, ceux qui travaillent dans les territoires, les mandataires, les présidents de MEDEF territoriaux, les présidents de fédérations. Merci de les applaudir. Merci d'applaudir aussi nos élus du Conseil exécutif qui me font confiance pour diriger le mouvement, en tout cas jusqu'à hier soir. Merci. Merci aussi à nos élus vice-présidents, présidents, qui sont tous bénévoles au service de l'entreprise. Donc Dominique Carlac, merci de l'applaudir. Fabrice Le Sachet. Et bien sûr, le président délégué Patrick Martin. Il est temps pour moi de vous laisser la parole dans un monde où les tensions internationales ne vont cesser de croître, où ceux qui ont fait le choix de l'isolement seront, je l'espère, les grands perdants. Adoptons l'Eurovision et cultivons ce qui fait de nous, en Europe, une grande puissance. J'ai parlé tout à l'heure de capitalisme décarboné, mais j'aurais pu dire capitalisme européen. Car oui, mes amis, il y a un modèle de capitalisme européen dont nous pouvons être fiers. Ce capitalisme, ce n'est pas celui de la Chine, qui fait abstraction des droits fondamentaux de l'homme. Ce capitalisme, ce n'est pas non plus celui des États-Unis qui laisse beaucoup de gens sur la route. Notre modèle, c'est une troisième voie qui concilie liberté, égalité et prospérité. C'est notre culture, c'est notre histoire, ce sont nos racines, soyons-en fiers. Vive les entreprises, vive les entrepreneurs et vive la France dans l'Europe!